Déjà, c'est beaucoup de travail et de savoir-faire et ce qui est vendu ici, c'est de la bonne qualité. Ça se trouve pas partout en plus. C'est un monde un peu magique quand on entre ici. C'est magique en fait. On voit toutes les époques, on voit un savoir-faire, une qualité de costume. La fin d'une institution pour les costumes de théâtre installée à 2 pas de l'Opéra depuis 1820. Le magasin Style Costumier à Lyon s'apprête à tirer définitivement son rideau. Et je suis obligée de fermer ma société après 199 ans d'existence. Malheureusement, le métier de costumier a changé. Il faut passer un cap. Et ces moyens, financièrement, je ne les ai pas. Et je ne suis pas en capacité de faire passer style costumier dans l'ère du numérique ou dans l'ère de ce développement-là. Le plus ancien costumier de Lyon met donc en vente l'ensemble de ses pièces. Et après 2 siècles d'existence, il y en a des milliers, certaines remontant au début du magasin. Il nous reste maintenant aux environs de 13 000 pièces de costumes à vendre. Donc un gros travail. Tout est mis en vente, c'est les articles, donc ça va du jabot 18e en passant par le canotier, la robe 1900, 1880, et en passant par tout le matériel de couture, les tissus, les passementeries, les boutons, les plumes. Les Lyonnais qui souhaitent s'offrir un souvenir de la boutique en achetant un costume ou un accessoire peuvent le faire directement sur place. Il reste un peu de temps, Style Costumier fermera ses portes à la fin du mois de juin. En cette matinée de février, le Salève est dans le flou. Mais dans la gare de départ du téléphérique, on s'affaire comme chaque week-end. Je te laisse le registre d'exploitation. Aujourd'hui, ils sont 4 à faire tourner la machine. Et je te laisse l'envoyer, Jérémy. Mais avant de mettre en route les télécabines, un contrôle technique journalier s'impose. Donc on va aller contrôler notre cabine. Florian travaille dans les coulisses du téléphérique depuis 5 ans et demi. Parmi les contrôles importants, les freins d'urgence. Donc là, on va l'actionner pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc là, on entend l'huile qui descend dans les durites. On a entendu un bip en retour, donc comme quoi il a été activé. Donc, je le remets en position, puis on va pouvoir aller monter sur le toit de la cabine pour le réarmer et voir que tout est bon. En même temps, on va en profiter pour faire du contrôle visuel, si tout est bon sur la cabine, s'il n'y a pas de choses inhabituelles. Tout bon pour la cabine, on va pouvoir monter après sur le haut de la gare, donc sur le toit. La structure du téléphérique est composée de 2 câbles porteurs de 20 tonnes chacun et d'une longueur de 1200 mètres. Donc là, on va vérifier que notre câble passe bien partout, que les galets tournent bien, que toutes les prises soient bien branchées, que les contacteurs n'aient pas de soucis. Une fois que la gare de départ est inspectée, c'est au tour de la gare supérieure. Faut pas avoir le vertige. Non, faut pas avoir le vertige pour travailler ici, que ce soit dans la cabine ou dans la maintenance, faut pas avoir le vertige. C'est mieux. À 9h30, le téléphérique est fin prêt à accueillir les premiers passagers de la journée. Alors les frigos, moi je trouve ça très bien parce que ça aide les gens les plus démunis à manger, à récupérer des trucs qui sont encore frais, plutôt que les jeter à la poubelle et puis que ça ne serve à rien. Moi je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une première à Lyon. Un frigo solidaire vient d'être installé dans une rue dans le quartier de Vèze. Habitants et commerçants peuvent y déposer des denrées à disposition des plus démunis. Il est alimenté vraiment très régulièrement. Nous, on essaye de le faire aussi très régulièrement, même si on a une bonne gestion de notre stock. Donc, c'est pas tous les jours évident, mais on essaye au moins de mettre 1 ou 2 choses par jour. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on ne peut pas laisser. Les seules qu'on ne peut pas laisser, ce sont les denrées périmées, les denrées entamées, les plats faits maison, parce qu'on n'a aucun moyen de savoir à quel moment ils ont été faits. Voilà, des boissons, pas d'alcool. Ah, moi j'en ai profité, j'ai déjà pris un fromage, du café et puis un sandwich une fois, voilà. Comme je suis à la rue et puis que je mange dehors, voilà, moi ça me profite, ouais, bien sûr. Les frigos solidaires existent déjà dans plusieurs villes, dont Paris, Lille ou Marseille. Leur installation est aidée par le groupe SEB, une bonne idée contre le gaspillage et qui favorise le lien social.
100 jours avant le lancement de la Coupe du Monde féminine de football, 100 buts à marquer pour dévoiler l'affiche du territoire. Toutes et tous étaient invités à tirer dans le ballon pour cette séance de pénalty et se préparer à voir rayonner le sport féminin. Comment vous l'attendez cette Coupe du Monde ? On est quand même pressé parce que c'est en France et c'est aussi à Grenoble, donc ça fait plaisir de se dire qu'on va recevoir des matchs, qu'on va pouvoir aller en voir, parce que c'est dans, on va dire, entre guillemets, notre club. On passe du temps au stade et là on voit qu'il va y avoir de grandes nations qui vont venir, ça fait plaisir. C'est la mascotte Eti qui a été désignée gardienne de ses tirs au but et elle ne se laisse pas faire. Ouais, elle fait des sacrés arrêts. Elle fait des meilleurs arrêts que nos gardiennes, alors qu'elle fait quand même de beaux arrêts. Et c'est bon. Après, il y a des buts qu'elle pourrait arrêter, je pense, la mascotte. Mais il y a certaines fois où elle va nous arrêter un coup du scorpion, alors que c'est pas une frappe facile. Non, c'est drôle, c'est sympa. Pour cette Coupe du Monde, la métropole grenobloise accueillera 4 matchs de poule et un 8e de finale. Brésil, Jamaïque, République de Corée, Nigeria, Canada, Nouvelle-Zélande et Australie se succéderont sur la pelouse du Stade des Alpes. On est très fiers d'accueillir et de bien accueillir, tout simplement pour que cet événement soit un très bel événement, qui nous donne le rayonnement international nécessaire, que ça soit un beau moment de sport, que ça ancre la place des femmes dans le sport et dans la société, et que ça permette au tissu économique local de bien travailler, tout simplement. Et après 100 buts dans les filets, voici l'affiche du territoire qui a été dévoilée. Conseil la fleur de tiare, le frangipanier et la nuit d'été. Bienvenue à Charroux, petit village du département de l'Allier, nommé plus beau village de France pour ses petites ruelles auvergnates remplies d'artisans en tout genre. La moutarde de Charroux, reconnue depuis le 19e siècle, mais aussi les pavés de Charroux, les plantes de Charroux, la confiture de Charroux et depuis 2007, les bougies de Charroux. Au cœur du village, l'unique maison à colombage datant du 14e siècle abrite la première boutique de l'aventure. L'idée est venue de la part de mon épouse qui voulait travailler avec les parfums. Donc de là, nous avons créé la première boutique et atelier des bougies de Charroux. Et moi, j'ai créé la méthode de vente. Ce qui fait qu'on marchait en harmonie. Donc mon épouse faisait des bougies, moi je vendais. Et depuis cette époque-là, aujourd'hui, nous sommes à 19 boutiques. Aujourd'hui, 19 boutiques, dont 7 en région Rhône-Alpes, 3 à l'étranger. C'est une passion. En fait, pour nous, c'est une passion. C'est aussi une mode en France. Il y a beaucoup de personnes qui aiment les bougies. Il y a une très grande consommation. Bon, il y a aussi beaucoup de fabricants de bougies, de qualité aussi, bien évidemment. Donc, on a profité de cette mode pour s'installer et puis de commencer à avoir un petit peu pignon sur rue et surtout de proposer des bougies de qualité. Pour toutes les bougies, la fabrication est effectuée à Charroux par les artisans ciriers avec des matériaux européens. Alors c'est plus tout à fait de la cire d'abeille. Comment ça se passe ? Écoutez, vous avez Béatrice ici qui remplit un mélange donc, de cire chaude, une cire qui est un combiné végétal minéral, avec du parfum et la couleur qu'on a choisie. Voilà. Qui ensuite va aller remplir nos petits pots de confiture ici et laisser refroidir. Un concept basé sur les bougies de qualité labellisées RAL, la garantie de produits non nocifs pour la santé et l'environnement. Donc ce label, il vous dit quoi ? Il vous dit que dans une bougie qui, une fois qu'elle sera finie bien évidemment, et si on la brûle dans les conditions normales d'utilisation, vous allez brûler sans gâchis jusqu'au bout, sans gâchis de cire, puisque la cire ne va pas couler, elle va fondre bien jusqu'au bout. Il vous dit quoi d'autre ? Que toutes les matières premières utilisées, de la cire au parfum en passant par les mèches, sont labellisées soit RAL, soit IFRA pour les parfums. D'accord ? Donc on a des matériaux qui sont d'une grande pureté, et donc vous allez diminuer au maximum vos résidus de brûlage. Dans les 2 ans qui viennent, les bougies de Charroux vont construire un nouvel atelier et développer les exportations à l'international. Preuve que l'artisanat auvergnat a toujours autant de succès. À l'orée de la forêt, au fond de la Maurienne, une trentaine de scouts s'activent à la préparation de leur camp. Les jeunes garçons vont passer 4 jours et 3 nuits ici, en parfaite autonomie. Arrivés ce lundi, leurs journées sont rythmées par l'entretien du camp. Ce matin, Romaric, 13 ans, s'attelle à l'entretien du feu. Scout depuis 2 ans, ce qu'il aime le plus, c'est l'échange avec les autres. On rigole bien ensemble, on chante bien, on discute bien, il y a vraiment une bonne ambiance, on s'entend tous très bien. Donc ça c'est vraiment important dans une patrouille parce que si personne parle, tout le monde est timide, ça va être difficile. Donc on essaye de mettre le plus l'ambiance.
Donc voilà, vraiment chanter, raconter des blagues pendant qu'on fait la vaisselle, on mange. Vraiment voilà, que le camp se passe le mieux possible, il faut vraiment être très joyeux. Quel que soit leur âge, toute la patrouille est mise à contribution et chacun d'entre eux participe aux activités. On s'amuse et on en profite, il fait beau, il y a de la neige, donc là on est en train de faire un mur. Ça nous permet de nous protéger, nous protéger du froid qui est dans les tentes. C'est aussi pour passer le temps et c'est sympa et on s'amuse. Les scouts ont appris ces techniques tout au long de l'année et mettent en pratique leurs connaissances. Autonomes, ils peuvent quand même compter sur leur chef de patrouille qui veille au bon déroulement du bivouac. Il n'y a pas vraiment de recette idéale, il faut juste un endroit en montagne, sécurisé, que les scouts soient formés aux techniques de campisme en montagne, parce qu'on ne les lâche pas comme ça en pleine nature sans préparation. Donc la première des choses, c'est s'assurer qu'ils soient formés, ensuite qu'ils aient le bon matériel et ensuite trouver un endroit sécurisé. À midi, les garçons se réunissent autour d'un repas convivial. Tout est fait de neige, la table, les bancs et même le frigo. Les conditions sont rudes, mais les scouts semblent être dans leur élément. Cet après-midi, les activités seront plus ludiques, mais toujours avec la même règle, la bonne humeur. On dirait un bouquetin, petit bouquetin, je sais pas, non, je ne connais pas. Un cerne? Ah d'accord, bon. Un petit nouveau au parc de la Tête d'Or, un cerf huppé, petit par sa taille, 60 cm pas plus à l'âge adulte. Ce cervidé miniature vit à l'état sauvage, notamment dans les forêts de Chine du Sud. Alors c'est une espèce rare en captivité, oui, puisque c'est seulement le deuxième individu qui rejoint un zoo en France. On participe à un programme d'élevage européen dans le cadre de l'Association européenne des zoos et des aquariums. Et on est seulement une trentaine de zoos en Europe à avoir cette espèce dans nos collections. Et c'est une espèce qui, dans son milieu naturel, est menacée à cause de la déforestation principalement. Le jeune mâle est actuellement hébergé dans l'ancien enclos de l'ours au parc de la Tête d'Or, mais il devrait déménager d'ici 2020. Cette espèce, elle arrive un peu tôt, mais en réalité, elle rejoindra un projet qu'on a et qui verra le jour en 2020. C'est le projet Forêt d'Asie, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Et là, on avait l'opportunité d'accueillir cette espèce, puisque c'est un jeune animal qui est né il y a un petit peu moins d'1 an, qui va être rejoint dans quelques semaines par une jeune femelle aussi. Et avec un peu de chance, le carnet rose devrait suivre.